Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gilles Lartigot. Il m'a été recommandé par Thibaut, notre quatrième invité, et j'ai été agréablement surpris qu'il accepte l'invitation. Je précise qu'il s'agit d'un épisode spécial, car Gilles n'est ni vegan ni un fighter, pour autant il a beaucoup à nous apprendre sur l'alimentation, mais aussi plus généralement sur la société dans laquelle nous vivons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Gilles, Salut Martin, ça va bien? ça va très bien et toi? Très bien également. Bon, Écoute Gilles, merci beaucoup d'être là sur le podcast. merci pour ton invitation. Écoute, ça me fait plaisir. Tu es le premier invité qui sort un petit peu du cadre des fighters au sens combattant sportif, mais tu l'es aussi à mes yeux dans un autre sens qu'on va développer. Et je voudrais commencer par te présenter. Je sais que tu aimes bien être présenté par tes hôtes. Je te remercie. Voilà. Tu as été présenté par un autre de tes hôtes comme un auteur engagé et j'avais envie de le reprendre parce que je pense que c'est exactement ce que tu es. Je n'aurais pas dit mieux par rapport à ça. Tu es un auteur engagé. Tu es connu pour avoir écrit notamment Hit il y a 10 ans déjà, le livre Hit que j'avais lu dans des conditions, de concentration précaires il y a quelques années. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le relire ces dernières semaines. Et également Hit 2 que tu as sorti plus récemment donc, et que j'ai lu aussi la semaine dernière pour préparer cette entrevue. Et alors là, Gilles, tu vas peut-être tiquer un petit peu, mais tu es ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un influenceur sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un terme avec lequel tu es à l'aise ou pas vraiment? Je le suis indirectement puisque toute personne publique aujourd'hui devient en fait de ce fait un influenceur. Mais en principe, on caractérise l'activité d'une personne de par ses revenus. Donc moi, je Mhm, suis avant tout un auteur et un producteur de contenu. Voilà, je gagne ma vie avec mes livres mhm. et avec les émissions que je produis dans le Hit Club. Donc voilà, je suis avant tout auteur, producteur de contenu et bien entendu, indirectement, influenceur via les réseaux sociaux. Mhm. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, ces dernières années, depuis le moment où j'ai refermé Hit 1 et que je l'ai posé sur une de mes étagères, je t'ai surtout suivi sur les réseaux sociaux. De manière régulière parce que tu produis beaucoup, alors dans le Hit Club, mais aussi il y a beaucoup de contenu public que tu partages. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire d'ailleurs par rapport à ça? Alors, c'est pas un instant promo, hein, mais pour les gens qui suivent ton contenu public depuis des années peut-être, qu'est-ce qu'ils vont avoir à trouver dans le Hit Club en plus de ce que tu partages publiquement? Bah, c'est vraiment le fruit de mon travail. Ce que je me retiens, puisque je suis censuré régulièrement sur les réseaux sociaux, dès lors que tu parles de problèmes sociétaux, en dehors ben, de la simple problématique de l'alimentation, de la protection animale, etc., tu dois faire très attention aux mots que tu prononces, au sujet en fait, que tu développes. Et j'ai beaucoup de plaisir, moi, à produire ces émissions dans le e-club, qui est un club privé, en fait, hein, qui est financé par ceux qui m'écoutent via une plateforme qui s'appelle Patreon. C'est un abonnement qui n'engage juste sur le premier mois, en fait. Il n'y a pas d'engagement sur la durée. Et ça me permet de diffuser toutes mes émissions en privé, bien entendu, où là, il n'y a pas de censure. Donc, je fais en sorte de balayer nombre de sujets parce que je suis un fervent en fait utilisateur de ce qu'on appelle la transversalité, c'est-à-dire que je réunis plusieurs sujets tout à fait différents qui de prime abord n'ont pas de lien, mais qui en fait en ont. Donc j'aborde des problèmes sociétaux, j'aborde aussi bien sûr l'alimentation, l'activité physique, la santé, la musique également, parce qu'il y a aussi un courant sociétal dans la musique. Et tout ça, donc je le rassemble je dirais, dans des émissions que je produis quasiment presque au quotidien, puisqu'il y en a 4-5 par semaine. Donc j'ai aujourd'hui produit plus de 1000 émissions en 2 ans et demi. Je pense être le producteur francophone le plus actif sur Patreon.
Et l'accroche du club, vous allez très bien le comprendre le but en fait du e-club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ce que Et je peux dire j'aime bien sur cette phrase. l'e-club, ouais. C'est quelque part, il faut quand même, rappeler que cette phrase-là, depuis que je l'ai lue pas mal de fois dans tes contenus, Ouais. elle s'oppose un petit peu à une approche, où tu vas essayer de te révolter contre la société. En fait, c'est pas une révolte contre la société, à proprement parler, que tu prônes. C'est plutôt, heu, comment, gérer avec la société telle qu'elle est, au mieux aujourd'hui, quoi. Oui, il ne faut pas vivre dans un monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais dans un monde tel qu'il est. Mmh mh. Donc c'est ce que je décris aujourd'hui. On ne peut pas s'opposer, frontalement, à un ennemi dès lors qu'on ne le définit pas. Il faut déjà définir, cet ennemi, est-ce que là, cette société moderne est notre ennemi? Je ne pense pas. On peut très bien, vivre aujourd'hui, même si on est, confronté à certaines problématiques, que ce soit professionnelles, que ce soit personnelles, que ce soit sociétales. Et c'est ce que j'essaye de promouvoir dans mes émissions, de diffuser, de partager, des clés de compréhension. Voilà, je ne fais Mmh. pas de prosélytisme, tout comme je n'ai pas fait de prosélytisme, hein, ni pour le véganisme, ni pour le végétarisme. J'ai parlé de la cause animale, j'ai parlé, de ces points aujourd'hui, qui me paraissent, complètement, révoltants, concernant notamment l'élevage industriel. Mais aujourd'hui, je vais bien au-delà, bien au-delà. Tout à fait, oui, j'ai remarqué, cet élargissement un petit peu de tes préoccupations. Mais à la base, si on revient à Hit 1, il y a une très grande partie du livre qui parle de la réalité des abattoirs et en fait, moi, j'ai pas découvert Hit 1 il y a 10 ans quand tu l'as sorti, je l'ai découvert, plus tard, quelques années après. Et bon, donc je me remets un petit peu dans ce contexte. Il y a 10 ans, c'est aussi l'époque où moi j'ai fait cette réflexion-là qui m'a amené vers une végétalisation de mon alimentation. Donc c'est là aussi que j'ai découvert cette réalité des abattoirs. J'imagine que c'était un petit peu, pas précurseur, mais c'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Tu as dû faire des recherches assez approfondies. Comment tu as trouvé notamment la personne qui était vétérinaire dans les abattoirs? Comment tu as fait pour récolter ces informations? Jean-Luc Lhomme n'est pas un vétérinaire, en fait, c'est quelqu'un qui allait, visiter, en fait, les abattoirs et Mhm. qui faisait des comptes rendus, pour, je dirais, pour le compte je dirais, d'un organisme, en fait, qui surveille, les Oui. activités, notamment un organisme vétérinaire, hein, parce que les vétérinaires sont responsables de ce qui se passe dans les abattoirs. Donc Mhm. il allait là-bas et il rendait des comptes, voilà. Il faisait des constats assez dramatiques. Mais en fait, toutes mes rencontres se sont faites par hasard, vraiment. Et je me suis toujours intéressé, en fait, aux animaux. J'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie, que ce soit des chats, des chiens. Donc j'ai aujourd'hui élargi ma palette, hein. On a 4 cavaliers King Charles, on a des chats, on a aussi des ânes, des brebis et des poules. Mais cette préoccupation, en fait, de la cause animale est arrivée, fortuitement, lorsqu'on faisait des enquêtes avec mon épouse, notamment, par rapport à une association qui était active dans la protection des lévriers, notamment en Espagne. Ces lévriers qui étaient utilisés, pour la chasse, dans le sud de l'Espagne, et qui, à la fin de la chasse, le propriétaire, avait, un cheptel à peu près, voilà, de plusieurs, lévriers. Il gardait le meilleur et les autres, il les abattait tout simplement. Il les abattait dans des conditions, atroces. Il y avait une forêt, en fait, qui était réputée pour ça, où les lévriers, étaient tendus, donc ils étaient tendus non pas haut et court, on laissait, les pattes, un petit peu toucher le sol pour qu'ils puissent agoniser des jours durant. On les jetait dans des puits, on les piquait à l'eau de javel, on les traînait derrière des voitures, et on les torturait, en fait, on les torturait à mort et on s'est dit: «Mais pourquoi ces gens-là font ça?» Parce que c'est une mentalité qu'il y a dans le sud de l'Espagne où, l'évrier qui a mal chassé, en fait, n'a pas respecté son maître, donc il doit être puni. Ça nous a tout à fait révoltés. C'était, en fait, un documentaire et un reportage qu'on a vu, dans une émission qui s'appelle 30 millions d'amis. Je crois qu'il est encore diffusé, hein, sur des chaînes mainstream. Et suite à ça, avec Valérie, nous avons décidé, d'utiliser, en fait, nos réseaux, nos compétences. À l'époque, je dirigeais un groupe de communication assez important, donc j'avais pas mal d'introductions et je me suis dit: «On va se lancer, on va faire, en fait, un reportage en caméra cachée». On est parti dans le sud de l'Espagne, comme ça, c'était notre premier reportage où on est allé voir sur place ce qui se passait
et on est allé, sauver également, quelques lévriers. Alors c'était déchirant pour nous parce que on est arrivé dans des refuges, il n'y a pas forcément de SPA, tu vois? C'est beaucoup moins structuré que la France, l'Espagne, Mmh. et on est arrivé dans une, voilà, pseudo, SPA qui était tenue, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont militantes, hein, notamment dans la protection animale. Parce qu'il y a un côté sensible, hein, qui est Ouais. vraiment, exacerbé, et donc ces personnes-là, nous ont ouvert un refuge où il y avait, des centaines de chiens, en fait, et on en a pu récupérer, une dizaine qu'on a, transportés. À l'époque, c'était avec Emmaüs, il me semble. Ils nous avaient prêté un camion, étaient venus les chercher pour les ramener en France et les faire adopter en France, voilà. Et puis ensuite, on s'est rendu, dans des élevages comme ça, clandestins de lévriers, et ça nous a retourné en fait, voilà, ça nous a retourné le cœur, et heu, on est arrivé, en France avec cette envie déjà de partager notre expérience, et en partageant cette expérience, on est, là aussi tombé par hasard, mais tu le sais très bien, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, il n'y a que des synchronicités, on te Mmh. met sur le chemin en fait. Donc je suis très ouvert à ça depuis plus de 10 ans, et on a rencontré, tout à fait, de façon fortuite, un responsable. Alors c'est pas vraiment un responsable puisqu'il n'y a pas d'organisation hiérarchique, hein, dans je peux appeler ça une organisation qui n'en est pas une, qui s'appelle ALF, Animal Liberation Front, Oui. qui est d'ailleurs une organisation considérée comme terroriste aux États-Unis, puisque la première activité est d'aller libérer des animaux qui sont utilisés pour la vivisection. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée à Paris. En fait, il produisait un film que vous pouvez trouver encore, en ligne. Ça s'appelle ALF, tout simplement, heu, voilà, qui raconte, la libération, d'animaux dans des centres de vivisection. Et cette personne-là m'avait interpellé puisqu'elle m'a dit, «Je vois que tu fais de la culture physique, je pense que tu dois être un mangeur de viande». J'ai jamais été un gros mangeur de viande, je mangeais pas mal de volaille. C'est vrai, j'étais porté plutôt sur les produits carnés parce que on a appris, hein, depuis, Oui. voilà, depuis très longtemps que c'est la viande qui fabrique le muscle, hein. Après, on est revenu là-dessus, mais bon, la tendance, c'était quand j'ai commencé, moi, il y a 40 ans, hein, j'ai commencé la culture physique avec Arnold Schwarzenegger, que j'ai rencontré à Los Angeles dans les années 80. Ouais, tu Donc tu voilà, tu t'entraînais dans c'était le même club que lui, c'est ça? oui, j'ai rencontré, là aussi, fortuitement, par hasard, au Gold Gym, Mais vraiment, sur c'est-à-dire, sur à un moment Nice. donné, vous vous entraîniez en même temps, quoi, c'est ça? Non, non, je me suis Ah jamais non? entraîné OK, avec lui. Personne s'entraîne d'accord. avec Arnold Schwarzenegger, hein. Ouais, je me Avec demandais. ses partenaires. Non, 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 je l'avais juste croisé, si tu veux, et ensuite, voilà, on se croisait régulièrement lorsqu'il venait s'entraîner, mais il s'entraînait beaucoup moins à l'époque puisqu'il était en pleine ascension, hein. C'était après les films Conan, et cetera, donc Oui. il était en pleine ascension cinématographique. C'était pas la star qu'il est Mmh. devenu plus tard, hein. D'accord. En tout cas, donc j'ai appris, voilà, que la viande, en tout cas les protéines, hein, notamment les protéines animales, aidaient à fabriquer le muscle. Mais pour en revenir donc, à cette rencontre avec le responsable donc de l'ALF, il m'a dit: Oui. «Est-ce que tu serais intéressé, par voir comment est produite, la viande, la volaille, l'élevage de porc?» J'ai dit: «Écoute, moi j'ai pris goût à ces enquêtes, en caméra cachée, oui, ça m'intéresse», et c'est là qu'a commencé l'horreur en fait, voilà. Donc j'ai visité des élevages industriels, qui m'ont mis, en évidence, l'atrocité, de cette production, notamment l'élevage porcin, hein. Un porc aujourd'hui reste 3 mois enfermé avec ses congénères, à manger là où il défèque, enfin Mmh. c'est une horreur. Les élevages de poulets, je te raconte pas, 20 000 poulets dans un hangar, ça piaille, ça pue également, ça pullule, c'est atroce. C'est des animaux, qui le plus souvent sont déformés ou mal formés, ils n'arrivent pas à marcher, enfin voilà. Les poules élevées en cage pour la production d'œufs, voilà, et sur ces entrefaites, j'ai quitté la France en fait, c'était début 2010, pour aller au Québec, et j'ai poursuivi mes enquêtes au Québec, et c'est là avec Valérie qu'on s'est dit: «Bon, il faut qu'on en parle». Voilà, on en a parlé pour les lévriers avec cette association, on les a aidés, on les a mis en lumière, il faudrait qu'on arrive à faire la même chose concernant ces atrocités dans le monde de l'alimentation, et c'est comme ça, en fait, qu'est né Hit, et j'ai rencontré, quelqu'un qui me suivait à l'époque sur les réseaux sociaux parce que j'avais une émission qui existe toujours, hein, qui s'appelle Heavy Metal Food, Mmh. puisque j'interviens régulièrement dans le monde de la musique.
où je pose des questions à des rockstars et puis à des, musiciens moins connus ou moins célèbres sur leur mode alimentaire sur la route. Voilà et Mmh. comme j'étais dans une démarche moi de végétalisme parce que suite à, je dirais à ma découverte, bon ensuite je suis allé dans les abattoirs, là c'était le début de la fin parce que ça m'a dégoûté en fait de la viande. J'ai plus Mmh. pu consommer de viande. Mais je précise, c'est pas de façon, rationnelle. Parce que la viande n'est pas un poison. Il faut arrêter le Mmh. délire, hein. La viande ne crée pas le cancer non plus, hein. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. C'est la quantité, c'est la mauvaise qualité de viande, peut-être on en reviendra, Oui, hein. bien sûr. Cette qualité qui est produite dans les élevages industriels n'a rien à voir par rapport à de la viande produite normalement avec, un animal qui est élevé dans des conditions naturelles, voilà et qui broute de l'herbe, notamment pour les bovins. Et Hem est-ce que tu et trouves donc si pas tu veux, ouais, vas-y. j'ai arrêté donc, de consommer brutalement de la viande et puis Mmh. là, donc j'ai une perte au niveau du poids, j'ai perdu quasiment 15 kilos. J'ai dû réapprendre en fait à m'alimenter et c'est là où j'ai découvert, toute l'alimentation notamment végétalienne, à base uniquement de végétaux. Il se trouve que j'ai changé radicalement de mode alimentaire là, donc c'était il y a 10 ans. J'ai eu une période, hein, où j'étais végétalien. Tu remarques que je n'emploie jamais le mot végan, hein. Oui, Le oui. véganisme n'est pas un mode alimentaire, hein. Le Mmh véganisme mh. est un combat politique visant, à abolir l'exploitation animale. Il faut pas Mmh. utiliser, ce mot dans le mauvais sens. Je pense Oui, on y reviendra un petit peu plus tard. tout Donc à j'ai fait. eu ma période végétalienne qui était en fait, très, très, malvenue puisque, je vivais dans les bois, dans une cabane, isolée, au Québec et puis il faisait des hivers avec du -40, -50. Mmh mh. Tu complètement, en dehors de la normalité, voilà, donc c'était assez compliqué pour moi et ensuite j'ai réintroduit, petit à petit, des sources animales, notamment des œufs, ensuite un petit peu de volaille, et toujours avec, je dirais cet esprit je dirais en conscience, c'est-à-dire, prendre des animaux qui ont été élevés entre guillemets «normalement», qui n'ont pas été exploités dans des élevages industriels. Voilà. Ouais, tout à fait et c'est vrai que pour revenir à ça, en fait, ce qui est problématique, notamment en France, alors peut-être c'est moins le cas à l'étranger, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle viande que tu achètes dans le commerce, elle doit même si elle est élevée dans de bonnes conditions, elle doit passer par la case abattoir. Enfin, c'est très difficile de trouver, une viande qui passe pas par les mêmes abattoirs que tous les autres animaux qui sont élevés dans le pays et quand tu es révolté par ces conditions d'abattage, sans même parler des conditions d'élevage, c'est compliqué, quoi. Oui, parce que c'est l'émotionnel qui prend le relais du rationnel. Tout à fait, ouais. Donc, c'est l'émotion qui parle, tu vois? Mmh. Il n'y a pas de rationalité à un mode Mmh. alimentaire végétalien, hein. Donc, c'est l'émotion qui prend le dessus. Tu as raison de dire qu'un animal doit être abattu dans un abattoir, c'est la loi en France, hein, Et oui, dans tous les cas. c'est ça. Mais là où j'étais, par exemple, au Québec, l'éleveur qui élevait des poulets, faisait en sorte qu'il payait un petit peu plus cher, je dirais, l'abattage de ses poulets, mais il faisait ralentir la chaîne et comme tu as pu le constater dans le tome Mmh. 2, j'ai poussé les enquêtes beaucoup plus loin et là, je me suis placé, au niveau de l'humain. Les personnes qui travaillent dans les abattoirs, pourquoi elles produisent aujourd'hui, pourquoi elles font ces actes, en fait, de torture, et sur les animaux? Parce que l'animal est considéré, comme un ennemi. Pourquoi un ennemi? Parce que l'animal récalcitrant va ralentir la chaîne et la problématique, c'est pas l'abattage en tant que tel, mais, c'est la productivité. Aujourd'hui, les abattoirs veulent produire plus vite pour maintenir des marges et pour vendre de la viande moins chère, à bas prix. C'est ça la problématique. C'est pas le mode, d'abattage, c'est, la, productivité. Par exemple, les poulets qui doivent passer dans un bassin où on les électrocute avant de les égorger, il y en a quelques-uns, ben, ils je dirais, ils détournent, la tête, voilà, ils passent à côté et puis ils sont égorgés, vivants. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, quand on a de la viande qui est dure, qui est, comme ça compacte, c'est un animal qui a été stressé. Un animal qui n'a pas été stressé, en général, la viande est beaucoup plus tendre, voilà. Ouais. Donc la problématique, ce n'est pas les animaux, c'est vraiment, ce n'est pas l'abattage, Mmh. c'est, cette productivité qui vise à augmenter, la vitesse d'abattage.
Est-ce que cette problématique-là, elle n'est pas liée au fait aussi que si on dit que c'est la productivité le problème, c'est que forcément, la demande est peut-être aussi trop importante? C'est que quelque part, les gens mangent aussi trop de ces produits-là, ce qui oblige un petit peu l'industrie à réagir en accélérant cette cadence à mort, quoi. Pour comprendre le présent, il faut connaître l'histoire, il faut connaître le Mmh. passé. Oui, d'ailleurs, tu reviens Heu, beaucoup dessus dans ouais, dans ouais. tes livres. Mmh. Il faut connaître donc l'évolution et comment l'élevage industriel est né. Il est né un petit peu par hasard avec une éleveur de poulets, qui est dans une région en fait qui était confrontée à des orages, il y avait des intempéries et cetera. Elle avait, élevé les poussins qu'elle avait reçus, d'un producteur dans des hangars et elle a vu qu'ils grandissaient plus vite, surtout en ayant un rythme jour-nuit qui est accéléré. C'est-à-dire, c'est des journées, qui font, je dirais les 3-8, en 8 heures, on a le jour et la nuit au lieu de 24 heures. Donc les poussins grandissent beaucoup plus vite. Aujourd'hui, un poulet que l'on consomme, un poulet industriel, a grandi en 30, un peu plus de 30 jours, entre 30 et 35 jours. Voilà. Un poulet, je dirais, doit être, arrivé, à maturité, dans l'élevage, je dirais traditionnel, au moins, à 90 jours, voire plus. Voilà. Donc, cet élevage industriel s'est développé parce qu'il y avait, une demande. Il faut pas oublier, hein, Oui. qu'à la sortie, de la guerre en France, nous étions, affamés, hein. Nous avons connu, des pénuries après-guerre. C'est pour ça qu'on a donné, du lait, aux enfants dans les écoles, hein. C'est pas pour les empoisonner, hein, c'était pour les nourrir. Mmh. Après, c'est devenu, une industrie parce que l'industrie laitière est tellement importante qu'elle a voulu, faire perdurer tout ça avec des faux messages comme, les produits laitiers sont vos amis pour la vie et on Ouais. sait aujourd'hui qu'un lait est issu notamment des animaux, produit, parce qu'il est pasteurisé, mais il y a toujours Mmh. des facteurs de croissance. Donc, voilà, produit des cancers de la prostate, produit, également, de l'ostéoporose parce qu'il y a trop de calcium en fait, Oui, alors que les il gens est trop croient fort. le consommer pour renforcer leurs os, ouais. Ben, ils croient ce Et qu'on leur ça a la dit, vie dure, ils hein, croient ce qu'on leur dit. Ils cette croient ce qu'on croyance-là. leur dit, notamment dans les médias. Moi Mmh. aujourd'hui, mon cheval des batailles, ce sont les médias mainstream. On l'a connu Oui. là avec la crise sanitaire, mais bon, ça date de, voilà, des années après-guerre. Voilà, ça s'est vraiment développé avec la télévision, notamment dans les années, 70-80 où on a connu une apogée, des publicités, de la nourriture industrielle, du micro-ondes qui a été inventé quand même pour produire des plats préparés, hein. Les plats préparés, c'est dans du plastique. On ne pouvait pas les faire réchauffer dans le four. Donc, on a utilisé une invention, voilà, une découverte dans des centres de radar américains, de l'armée, où il y avait justement ce micro-ondes qui chauffait, hein. Donc, on s'est dit, on va faire réchauffer de la nourriture. Certains, comme le fameux Jamie sur les France 2, je crois, dit que le micro-ondes est inoffensif. Euh, je sais pas, il faut juste réfléchir 2 secondes, quoi. C'est de la nourriture irradiée. On peut pas en 30 secondes réchauffer un plat. Oui. Surtout que lorsque vous lisez en fait des notices de micro-ondes, il est bien spécifié, surtout ne mangez pas ce qui sort du four. Il faut attendre 15 minutes. 15 Qui minutes, attend aujourd'hui imagine 15 minutes personne, personne. avant de manger ce qui sort ou boire ce qui sort du four à micro-ondes? Aujourd'hui, on fait chauffer un café ou de l'eau au micro-ondes. Et oui, Tu ça je vois vois dans le beaucoup monde dans ça. lequel on est, voilà. Et c'est vraiment ça, c'est le cœur de mon travail aujourd'hui. Bien sûr, avec toujours le prisme de l'alimentation, mais voilà, je me bats contre c'est pas même pas une désinformation, tu vois? Parce qu'on peut se dire: «Oui, c'est à cause des industriels qu'on mange trop de viande. Oui, c'est à cause des industriels qu'on mange trop de plats préparés. Ils nous rendent malades, ils nous droguent avec le sucre, le gras». Non, c'est nous qui acceptons par faiblesse, Oui, par fainéantise. par fainéantise, Voilà. exactement, ouais. Tu vois? On accepte ça et on était en Aujourd'hui, les infos demande. sont disponibles. Donc c'est pas une question, de groupuscule, tu vois? Ou de complot, non, c'est le capital. Qui a lu Karl Marx sait que le capital aujourd'hui est une machine, infernale qui ne s'arrêtera jamais. Et Mmh. le capital va où, il y a de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une démarche capitaliste, notamment par rapport au véganisme, qui est Mmh. pour moi totalement abjecte. Voilà. Lorsqu'on s'aperçoit que derrière cette fausse viande, c'est simili-carné, donc certains végans font l'apologie, c'est Beyond Meat, Beyond Burger, et derrière ça, il y a
le groupe d'investissement et les holdings de Bill Gates. Hein, ce sont des mondialistes aujourd'hui qui vont endoctriner toute une population en actionnant comme ça cette, je dirais, sensibilité. Bien sûr, lorsqu'on voit des atrocités au niveau de L214, j'ai participé à tout ça, à diffuser ces Mmh. messages-là, parce que je pense que c'est d'utilité publique. On doit le dénoncer, voilà. Mais je n'ai jamais en fait dénoncé les producteurs indépendants ou les éleveurs, voilà, qui élèvent leur bétail, je dirais, d'une façon éthique. Alors, peut-être ça va faire bondir les végans qui nous écoutent, mais bon, je suis désolé, les amis, moi j'ai 10 ans d'intériorité là-dedans, donc je peux me rendre compte d'une certaine dérive, tout comme voilà, ces groupuscules hein, qui ont à un moment donné envoyé de la peinture rouge sur les devantures de bouchers. Non, mais allez là où est le problème. Hein. Enchaînez-vous comme Gary Yourofsky sur des portails dans les abattoirs ou bloquer les abattoirs, bloquer les élevages industriels, aller libérer les animaux qui sont utilisés pour l'industrie pharmaceutique qui nous empoisonne, ces animaux voilà, qu'on utilise pour la vivisection. Ça, c'est le combat des végans. Voilà. Ça, Ouais, c'est un mais tu combat, à tu la tu limite, l'as que dit je récemment. soutiens. Ouais, que je Ouais, soutiens. si je peux reprendre la phrase que tu avais dit, c'était que le discours de végan ne parle presque plus des animaux. Et c'est vrai qu'on diffuse un peu le message et on essaie de faire passer l'idée que un régime végan, et comme tu l'as dit, c'est pas un régime, mais on va dire un régime végétalien pour simplifier, Oui, c'est serait la végétalien. On solution. utilise le mot végan d'une mauvaise façon. En fait, on le travestit et puis Ouais. on l'utilise pour, voilà, pour vendre des recettes de cuisine, pour vendre des Mmh. programmes sportifs hein, aussi. Tu vois, toute une vague aujourd'hui de sportifs qui veulent aller vers du végétalisme. Bon, moi j'en ai connu. Hein, je me suis Mmh. occupé de nageurs, des champions olympiques là, il y a quelques années, il y avait dans l'équipe, notamment, un champion qui par rapport au combat de sa copine qui était végan, sa compagne à l'époque, Mmh. a voulu devenir végan en plein milieu de la préparation, ben, il n'a pas été sélectionné pour les Jeux olympiques. Et après, il y a des films de propagande, voilà. Il y a Mmh. Game Changers, que tu connais certainement. Alors ouais, tiens, Tu donne-moi regardes Game ton avis Changers. sur Changers. J'ai le mien aussi, mais vas-y. OK. Game Changers, tu as envie, de devenir végétalien, hein, puisque tu vois si tu veux, j'ai Mmh. toujours vécu, moi, les concerts backstage, d'accord? C'est Ouais. le plus intéressant, c'est ce qui se passe derrière la scène et c'est pas forcément sur la scène. Mmh. Lorsque tu veux comprendre, en fait, voilà, et ce qui se passe et comment tu peux être manipulé, il se trouve que ceux qui ont produit, ce documentaire, Game Changers, sont des acteurs, de l'industrie végan, notamment Brendan Brazier, qui est un fameux, triathlète. Je ne remets pas en cause ses compétences, hein, il se déclare végan, mais regarde, sa société, il a créé une société qui s'appelle Vega, il vend des protéines en poudre, c'est son business aujourd'hui. Il a écrit, des best-sellers donc sur, ce véganisme en fait qui, pour lui, c'est la panacée et je reproche ce genre de discours parce que non, ce n'est pas la panacée. Mmh. Ça peut correspondre à certaines personnes, mais il faut laisser le choix. Il faut arrêter de culpabiliser aussi, ceux qui ne font pas, je dirais, ce choix. Je suis Mmh. désolé, mais les athlètes végétaliens, se comptent sur les doigts, des 2 mains peut-être, hein. Bon, j'exagère, hein, je suis de Marseille, désolé les amis, mais Un petit peu, voilà, moi je suis pas très loin, donc je d'accord? peux Voilà. comprendre. Mais disons que bon, le concept du podcast, c'est quand même de recevoir des athlètes qui ont ce genre de régime-là. Et c'est vrai qu'on va souvent à dire que le végétalisme est idéal, et c'est pas le but, en fait, de notre message. Le but, c'est pas de dire que c'est idéal, le but, c'est de dire que celui qui fait ce choix éthique peut le faire et quand même performer. Donc, à ce compte-là, je sais pas C'est si, très la bien, c'est personne très dont tu bien, c'est parlais, très bien. n'a pas été sélectionnée pour les Jeux olympiques. J'ai jamais dit, on va dire que, et je le dirai jamais, hein, que le végétalisme, c'est ce qui va vous rendre le plus performant possible. Par contre, on essaie de montrer un peu des exemples de gens qui ont fait ce choix éthique en totale conscience que c'est un choix éthique, avant Mmh. tout, OK. et qui, entre guillemets, «font avec», et voilà, et ça, je pense qu'il faut le recentrer parce que c'est un choix éthique. On le fait pour les animaux. Si on le fait pour sa santé, bien sûr, il y a des avantages. Tu le sais, Gilles, hein, dans les livres que tu as écrits, ça Mmh. parle énormément d'alimentation végétale pour une bonne raison, c'est que dans la partie végétale de l'alimentation idéale, il y a énormément de choses que les gens ne consomment pas aujourd'hui, la majorité Tout des à gens. fait, tout à Voilà. fait, tout à fait. Il y a un Euh, déficit au niveau du végétal qui est flagrant.
qui est due aussi à l'alimentation industrielle, hein, aux plats préparés, et cetera. Tout à fait. Mais même si on a une alimentation omnivore, il ne faut pas que la viande soit présente tous les jours dans les repas et c'était ma démarche, puisque tu as pu le constater, hein, toutes les recettes qui sont dans Hit, dans le premier tome, sont des recettes végétaliennes, hein. J'emploie Oui. même pas d'œufs, ni de miel, et cetera, hein. Donc j'ai fait ce choix-là parce que j'étais dans cette dynamique-là et puis voilà, c'est des plats qu'on peut consommer, assez facilement, je dirais à la maison. Parce que dès lors que tu veux ne serait-ce que diminuer, tu vois, ta production, ta consommation de produits carnés, il faut quand même, je dirais diriger, voilà, les personnes et les aider. Et je suis moi très, comment dire? Je suis pas contre, mais en tout cas, je suis assez je suis assez, perplexe quant à cette fausse viande, quoi. Moi, ça me Bah, ouais, rappelle tiens, vraiment si on peut le revenir là-dessus, ouais. la fausse viande. Alors, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais disons Mmh. que, je trouve qu'elle a quand même un intérêt, c'est que celui qui fait cette démarche, éthique, on va dire, qui veut Mmh. réduire un petit peu son empreinte sur la souffrance animale, le simili carné qui est peut-être une véritable merde pour ta santé, il y a quand même derrière pas un animal qui a été abattu pour ça. Ouais, Donc ouais, non, c'est pas une merde pour la santé, hein. non, mais Ne me fais pas certains, dire ce que je n'ai pas dit, tu lis voilà. certaines compositions, clairement, Moi personnellement, je voilà. peux pas les digérer, en fait, c'est trop fort en goût, il y a trop d'ingrédients, même lorsque je vais dans des restaurants végétaliens, je peux pas concevoir que tu puisses manger dans un même plat, je dirais, du boulgour, des lentilles, et des pistaches, quoi, tu vois? Céréales, légumineuses, c'est pas possible. En plus oléagineux, c'est des bombes, en fait, dans l'intestin, Ah, tu veux voilà. dire mélanger un espèce de Oui, une mélanger, galette, qui est composée de tout ça, dans un bien truc sûr. uniforme, quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Pour moi, je trouve ça terriblement indigeste. Après, on peut me rétorquer: «Oui, juste une transition». Bon, Oui. j'ai connu, hein, des végans, depuis une dizaine d'années, je les fréquente. Il y en a certains qui ont arrêté, voilà, qui sont redevenus omnivores pour plein de raisons. Ben, ils ont eu un enfant ou, ils se sont dit: «Voilà, j'ai une perte aussi de vitalité». Parce que bon, tu t'en aperçois pas les premières années, hein. Mmh. Attends une dizaine d'années et tu pourras, je dirais, tirer des conclusions, savoir si ça te convient ou si ça te convient pas. J'ai Mais ouais, actuellement. voilà. Mais voilà, si on a 1 ou 2 ans, voilà, tout est beau, hein, comme on dit, un balai neuf, balai toujours bien. Mmh. Il faut avoir le recul là-dessus. Et aménager, moi, ce que je reproche également, au véganisme, et je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, hein, dans ton podcast, hein. Je respecte, hein, je dirais votre positionnement et j'ai écouté tes podcasts, je les trouve très, très intéressants. Mais il y a une personne, par exemple, dans ton podcast, je le citerai pas, qui a dit, tu vois, que la viande, en fait, tu mets quasiment 3 jours à la digérer. Oui, tu m'en Non, avais mais ce parlé, n'est ouais. pas possible. Non, mais c'est une grosse connerie, en fait. C'est une grosse connerie. Ou alors tu manges que de la viande. Certes, si tu manges pas de fibres, bah, tu vas pas aux toilettes. Mais si tu manges la viande, je dirais avec des fibres, avec, une alimentation type méditerranéenne, Ouais. je t'assure que la digestion, elle se fait dans l'estomac, hein. Elle se fait en même temps que les autres ingrédients. Tu vois? Mais Voilà. Donc il y a et ça aussi, c'est une problématique. Il y a des mmh, personnes qui sont, allées vers ce mode alimentaire et qui pensent, voilà, détenir, je dirais la vérité ou s'ériger, en mmh. exemple, voilà donc Bah, voilà, et quand j'entends, tu vois, ce type d'argument, je me dis: «Non, c'est pas possible, pourquoi il dit, ce genre de choses?» Comme quelqu'un aussi là qui intervient dans mon domaine de la santé, qui dit: «Oui, je suis végétarien, je consomme, que du poisson». Non, mais si tu consommes du poisson, tu n'es pas c'est pas vrai. végétarien, tu vois? Mmh. Bien sûr. Mais c'est Voilà. un peu ce que tu disais avec, mon invité qui s'est peut-être un peu emballé à ce moment-là. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi en regardant Game Changers. Je me suis dit: «Bon là, c'est les gars, c'est beaucoup trop gros, quoi. On va trop loin dans l'exagération». Enfin, je pense que tu as ressenti la même chose aussi, hein. Tu regardes Game Ouais, Changer, on dirait que tu deviens Captain America, tu deviens Superman quand tu ouais. deviens végan. Il y a beaucoup d'avantages que personnellement j'ai ressentis et je pense, peut-être toi aussi à une époque, mais tu deviens pas Superman non plus, quoi. C'est comment dire? Tu Bah, à condition de ce bien qui faire les choses, tu remplaces ce le qui te manque, voilà. ouais, c'est pas forcément la viande. C'est Mmh. pas forcément la viande. Ce qui peut être une problématique,
c'est un déséquilibre aussi alimentaire, c'est un manque de fibres, Mmh. c'est surtout, beaucoup, d'aliments comme ça qui sont transformés, d'aliments industriels. Donc en général, lorsqu'on a cette démarche-là, lorsqu'on enlève la viande, on est sur une démarche un peu plus, je dirais, même si elle vient d'un côté éthique, on est plus vers une démarche santé, tu vois? Mmh. Donc on se rend compte qu'on va éliminer d'autres choses. C'est rare que les personnes enlèvent juste la viande, tu vois? La remplacent par une autre source, peu importe si étant, voilà, tempeh, soja, parce que ça, c'est la Mmh. facilité, tu vois? De remplacer par ce type d'aliments, Mmh. et perdre du poids, non, ils ont enlevé autre chose avec, tu vois? Ils ont pas Oui, enlevé que la viande, que les produits animaux, quoi. Voilà. oui, ouais. En tout cas, c'est bien qu'on recadre ça. Bon, les simili-carnés, on a compris que c'était pas le, c'était loin d'être idéal. La transition, c'est une chose, Ouais, à condition que ce soit une vraie transition. C'est-à-dire que si la transition, elle dure 4 ans, c'est 4 années où ça va pas forcément bien se passer à l'intérieur de votre corps. Mais par contre, ce qui est, je trouve aussi intéressant avec ces choses-là, c'est le côté un peu exceptionnel. Alors toi, tu dis que tu n'arrives pas à manger ces choses-là, tu les digères mal peut-être. Mais c'est vrai que celui qui a fait ce choix par éthique ou pour une autre raison, 6 mois, 1 an plus tard, il va se manger un hamburger qui ressemble à un hamburger avec de la viande, mais sans se ouais. dire: «Et derrière, il y a un animal qui a dû être abattu pour ça». Ça peut présenter un intérêt, j'allais dire festif un petit peu. Je sais pas si tes Oui, clients font ça peut ça rester aussi un peu? exceptionnel. Oui, mais je suis, client en plus, je te dis, j'en consomme, j'en achète. Mmh. Peut-être pas la fausse viande ou les fausses saucisses, les trucs, tu vois? C'est trop fort en goût. Mmh. Il y a du fromage, assez intéressant qui est à base d'huile de coco. Donc moi, je regarde plutôt l'intérêt Oui. nutritionnel, tu vois, qu'il y a derrière. Mmh. Et c'est vrai, voilà, bon, il y a un petit peu de sel, il y a d'autres, je dirais, il y a pas d'exhausteur de goût, tu vois? C'est pas forcément très, très chimique. Il y a du fromage aussi, fait à base de noix de cajou fermentées. Mais Mmh. alors là, tu te tapes le cul par terre, quoi, tu vois? Ouais, Comment c'est ouais, bah, festif, tu vois? Les camemberts et tout. je connais Mais tu bien, sais que ces c'est incroyable. camemberts ouais, mais tu sais que ces camemberts sont 10 fois plus chers, 10 fois plus chers, hein, Oui, qu'un camembert de lait, tu et vois, oui. traditionnel. 10 fois plus cher. Alors ça, et C'est-à-dire en fait, 100 grammes, payer ça 10 balles, tu te rends compte? C'est juste hors de prix. c'est ça. Et Heu, on est, est-ce que, enfin, ton avis sur la question, mmh. est-ce qu'on nous prend pour des jambons, hein, entre guillemets, Alors jambons alors du ghetto? non, pas, les petits producteurs et j'en connais, hein, qui m'ont Mmh. fait tester leur fromage et tout. Je leur fais la communication et la pub parce que Mmh. je trouve ça extraordinaire. Ils le vendent parce qu'il faut savoir qu'on le vend via un magasin, donc ben, on ne le vend pas 10 €, on le vend 5 €. Mmh. Les noix de cajou coûtent très cher, c'est de petites Oui. productions. C'est pas des gens qui font fortune, en fait, là-dedans, ils le font par passion et moi je respecte ces personnes-là qui Mmh. travaillent par passion. Voilà, tout comme les éleveurs, qui respectent leurs animaux. Vous allez me dire: «Oui, mais bon, ils les abattent». Oui, mais pendant leur vie, je dirais, ils s'en sont occupés et pour certains éleveurs, je vous assure que c'est un déchirement et je connais même aujourd'hui des cuisiniers qui ont leur propre élevage, notamment un ami qui s'appelle Fred Déménager, la ferme de la Ruchotte, qui travaille des races de poules anciennes. Donc, bien sûr, bah, il les abat, hein, pour ensuite les cuisiner. Bah, à un moment donné, là, il arrive un peu à saturation. Il se dit, ben, au lieu de servir, par exemple, 150 grammes de filet de poulet, ben, il en sert plus que 100 grammes. Il essaye de diminuer. Et en tout cas, il respecte ces animaux. Et on ne peut pas dire que ces gens-là soient des tortionnaires. Tu vois, je ne peux pas Mmh. laisser dire ça. Ces personnes qui stigmatisent, tu vois, les petits éleveurs, je pense qu'ils ne sont pas ancrés du tout dans la réalité. Et Mmh. ils ont des postures. Voilà. Comme aujourd'hui Aymeric Caron, qui est un député de la République, donc on peut parler de lui, hein, c'est une personne Mmh. publique. Voilà. Il y a des gens qui sont là juste par intérêt, que ce soit politique, et ce sont des postures, et ce sont alors on a du mal à critiquer ces personnes-là parce que ce sont les combats que nous portons également. Mmh. Tu comprends? C'est Ben, ça la est-ce que difficulté. Moi, c'est ça le problème, c'est est-ce qu'on ouais. tombe pas parfois dans une espèce de sorte de lutte, fratricide un petit peu dans, est-ce qu'on divise pas un peu le message aussi? Je me dis que, je suis tout à fait d'accord avec toi, se focaliser sur les petits producteurs, et entre guillemets aller emmerder le petit producteur là où Mais l'industrie c abat des centaines de milliers, des millions d'animaux, Des chaque millions par jour. jour, ouais. Chaque jour, c'est un peu, tiré à côté, quoi. C'est un peu, tu Là vois, quand tu as un groupe, taper sur le plus petit.
Ouais. tu vois? La démarche, si tu veux, que j'ai depuis le début, hein, moi j'ai pas changé de direction, hein, je suis droit dans mes bottes, c'est donner envie, aux personnes, d'aller sur une alimentation beaucoup plus végétale, naturelle, basée sur des aliments non transformés et refaire la cuisine. Voilà. Et si Mmh. quelqu'un fait le choix, et je peux t'assurer, que nombre de lecteurs de hits sont passés végétariens puis végétaliens, Ouais, et ça indirectement, que plutôt, je dirais de les harceler, et de leur montrer des hommages horribles et surtout de les culpabiliser. Culpabilisation ne fonctionne pas. La culpabilisation ne fonctionne pas. Voilà. mmh, Donc il faut aller vers une démarche, de compréhension, d'information, de transmission, et de séduction également. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a un combat à mener, c'est pas sur l'abolition et la fermeture des abattoirs, mais c'est complètement utopique. Tu sais, moi, je ne m'engage pas dans un combat, s'il est perdu d'avance. Voilà. Moi, l'utopie, je la laisse à Émeric Caron, qui a écrit un livre là-dessus. Moi, l'utopie, ce n'est pas pour moi. Moi, je me bats aujourd'hui, avec mes modestes moyens, contre cet élevage industriel. J'essaye de faire en sorte, de promouvoir une alimentation beaucoup plus basée sur le végétal et qu'une personne, au lieu d'acheter la viande 7 fois par semaine, elle en achète peut-être une fois par semaine et elle va voir un petit éleveur où elle va payer bien sûr sa viande 4 à 5 fois plus cher. Mais, elle aura une viande de bonne qualité parce que j'aimerais qu'on vienne sur l'intérêt aussi nutritionnel, notamment des produits carnés, et la grosse différence entre une viande qui a été produite naturellement, avec un équilibre oméga 3, oméga 6, et une viande qui a été produite de façon industrielle, que ce soit le lait, que ce soit les œufs, que ce soit la viande rouge, que ce soit la volaille, que ce soit le porc, qui est une viande qui ne correspond pas à nos besoins physiologiques. On les a empoisonnés, je dirais, dès leur naissance, puisqu'on les vaccine, on leur donne, des antibiotiques qui sont les mêmes que pour nous humains. Il faut savoir que quasiment, 75 de la production d'antibiotiques est faite pour l'élevage industriel. La B12, c'est la même chose. On donne aux animaux de la B12 et quand on nous reproche, nous, de prendre des compléments de B12, on dit: «Ouais, mais, c'est pas naturel». Non, mais c'est pas naturel de les donner aux animaux également, parce que cette B12, ils peuvent la trouver de façon naturelle lorsqu'ils sont élevés dans les conditions naturelles. Tu comprends? oui, on se supplé en Donc, fait, les gens pour moi, sont pas au courant qu'ils se supplémentent en B12 à travers, l'animal qu'ils sont ouais, en train de bien manger. sûr, bien sûr. Mais Mmh. pour moi, s'il y a un combat à mener, c'est de sensibiliser aujourd'hui sur je dirais, déconnexion de nos besoins physiologiques, où on consomme beaucoup trop, bien entendu, de produits carnés, on consomme beaucoup trop les œufs. Tu vois, les œufs, j'ai fait une vidéo qu'on trouve sur ma chaîne YouTube qui marche très bien, puisque je fais la différence entre les œufs, qui sont, je dirais, produits dans un poulailler ou même des œufs bleu blanc cœur. Bon, c'est vrai que les bleu blanc cœur, tu peux avoir des œufs industriels ou des œufs bio. Mais même un œuf bio, moi, je suis allé voir des élevages de poules pondeuses en bio, mais elles ne sont pas dans les prés, quoi. Il y en a tellement dans le pré qu'il Non. y a que il y a plus que de la terre, il y a plus d'herbe, en fait. Et donc, ces œufs-là ont 4 à 5 fois plus d'oméga 6 qu'une poule qui a été élevée dans des conditions naturelles. Voilà. Donc on peut consommer des œufs, mais des œufs qui sont produits naturellement. Moi, aujourd'hui, j'ai des poules, j'ai 2 coqs qui sont nés en plus dans mon poulailler, tu vois? Donc j'ai pas l'impression de voler l'œuf à la poule. Oui, oui. Ce délire, quoi, tu vois? Faut arrêter ce délire. L'œuf est l'aliment, qui est, je dirais, non pas parfait, mais au niveau notamment des protéines, des lipides qui contient avec cette répartition d'oméga 3, d'oméga 6, toutes les vertus du blanc, qui est le blanc, en fait, il est là pour protéger le jaune, hein. Donc, l'œuf est un aliment juste extraordinaire. Tu sais que Oui, si tu as, je dirais 3 ou 4 poules, tu risques pas de mourir de faim, hein, ouais, bien sûr. et tu n'exploites pas l'animal, hein. Je peux Le te dire, problème moi, étant si je me aujourd'hui que la réincarne, plupart des gens n'ont pas de poules et qu'aujourd'hui dans le commerce, c'est quand même compliqué d'être sûr d'avoir à moins de connaître le producteur personnellement, c'est quand même difficile de savoir d'où ça vient et dans le doute, c'est pour ça que moi j'ai fait ce choix-là, hein, de pas en consommer. C'est dans le doute, ayant vu aussi ce que tu as vu au niveau des élevages,
industrielles, même bio, parce que ça reste de l'élevage industriel bio, ok, parce Mmh. qu'elles ont une alimentation différente, tout ce que tu peux être un peu plus de place, mais ça Mmh. reste de l'élevage industriel avec la sélection, tu sais, des femelles par rapport aux mâles, etc. Le broyage des Mmh. poussins, etc. Bref. Aujourd'hui, parce que comment le gars qui habite au milieu d'une grande ville, par exemple, il fait pour s'alimenter? Je dirais, tu as pas mal aujourd'hui de solutions, surtout en France, hein, surtout en France. Donc, il y a des producteurs aujourd'hui, il y a les paniers paysans, voilà, il y a de la distribution, de légumes bio via les AMAP. Les AMAP, tu en as de partout. Mmh, Maintenant, que tu vis en grande ville, c'est un choix que tu as fait, hein. tout à fait. Je D'ailleurs, j'y dirais, suis. voilà, moi je suis pas là pour fournir des solutions, hein. Je suis juste là pour réfléchir, tu vois? Donc, c'est sûr que la ville nous a complètement déconnectés de nos besoins naturels. C'est évident, c'est une évidence. Mais, voilà, tu peux très bien manger en ville, hein, mais je Mmh, t'assure qu'en ville, tu t'empoisonnes tous les jours, hein. et oui, Juste en respirant, oui, déjà, oui. D'ailleurs, juste en respirant. ça nous fait une petite transition parce que dans Hit 2, tu développes la partie, prepping, on va dire, du survivalisme. Pourquoi ce virage un petit peu des problématiques, de l'alimentation vers la préparation au sens plus survivaliste? Mmh, Moi, le survivalisme, c'est un mot qui a été là aussi galvaudé. Tous nos grands-parents ont été des survivalistes, hein. oui. Déjà, il faut savoir qu'il y a 100 ans, 8 personnes sur 10 vivaient à la campagne. Nous ne vivions pas en ville. Nous n'avions pas de supermarché. Nous nous aliments normalement et on ne se posait pas de questions, hein. Où est-ce qu'on va trouver, les oméga 3, tu vois? Est-ce qu'il y a maltraitance animale et cetera? C'est des problématiques de riches, hein, et modernes surtout. Mmh, Avant, en fait, on s'alimentait très bien. Pourquoi? Parce que, déjà, on mangeait beaucoup moins. Aujourd'hui, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On se suffisait, voilà, de peu. On mangeait, des aliments qui étaient de saison, basés, quand même fortement sur les légumes, hein, notamment, je dirais, les classes populaires, les classes pauvres, c'était la cuisine du bouilli, hein. Donc le bouilli, c'était, du bouillon de légumes, des légumes bouillis, voilà, qu'on cultivait dans son jardin et cetera. Bon, on mangeait un petit peu de volaille, la viande, tu vois, la viande, notamment la viande bovine, c'est une invention, post-Seconde Guerre mondiale. On a commencé vraiment à consommer de la viande bovine il y a à peu près une centaine d'années. Voilà. Et ça s'est vraiment développé après-guerre. Donc, c'est pas normal de consommer de la viande bovine comme ça, surtout tous les jours. Voilà. Euh, voilà, cette problématique, c'est pour ça que je m'intéresse au sociétal, parce que notre société a évolué et aujourd'hui, il faut prendre des décisions par rapport à nos contraintes. Et moi, je ne fournis pas de solution. Moi, je fournis, mmh. des éléments, de réponse, des clés de compréhension pour que chacun puisse, je dirais, adapter son mode alimentaire déjà à ses besoins physiologiques et après faire en sorte, bah, de trouver les bons aliments là où ils se trouvent. Mais, il faut pas me dire qu'on n'arrive pas à trouver, des œufs, je dirais, des bons œufs, notamment là, je dirais la marque Bleu Blanc Cœur. Tu prends Bleu Blanc Cœur bio, Mmh. voilà, c'est pas des poulets qui sont élevés en cage, hein, et ce sont des œufs qui sont nutritionnellement qui sont bons. Mais, ça sert à rien que je parle de ça ici, sur ton Mmh. poste, parce que je sais qu'on est écouté par des végans, tu vois? Majoritairement, Donc, oui. voilà, donc voilà, ça voilà, c'est une information que voilà, je peux dire à d'autres personnes qui ont Mmh. encore, un mode alimentaire carné. Maintenant, ceux qui ont un mode alimentaire essentiellement végétalien, voilà, vous préférez faire confiance à une industrie. En fait, est-ce que tu es allé visiter, les gens qui font la fausse viande, la fausse saucisse? Non, non, non. Tu vas être surpris. Voilà, tu vas être surpris. Oui, Voilà. j'imagine Donc, que c'est oui. disons que la seule certitude qu'on est censé, pouvoir avoir, et encore je Mmh. dis bien on est censé, mais bon, j'ose espérer qu'il y ait quand même pas d'animaux, dans ces préparations, c'est que derrière il y a pas d'abattage d'animaux. Maintenant, il y a pas d'abattage d'animaux, il peut y avoir beaucoup de choses, mais au moins, voilà. Une problématique, je dirais, c'est l'émotion qui parle, c'est pas la Oui, tout à fait. rationalité. Moi, je suis plus quelqu'un aujourd'hui de rationnel. J'essaye de ne pas me laisser emporter par l'émotion. Mmh. J'ai fait ma part. Je retournerai plus dans les abattoirs ou dans les élevages industriels. Ça m'a assez fait de mal.
Mmh. Voilà, j'ai transmis aujourd'hui le message. Je continue en tout cas à parler de cette cause-là, en me recentrant sur, voilà, les atrocités, notamment dans la vivisection. Les animaux, hein, là tu ne le vois pas, mais bon, j'ai un t-shirt avec un cavalier King Charles. Mmh. Des animaux aujourd'hui, qui sont achetés, dans des élevages qui sont eux aussi des élevages industriels, hein, mais d'animaux de compagnie. C'est la même Oui. chose, hein, que pour l'alimentation. Tu as des élevages familiaux, d'où proviennent en fait nos chiens. On a également sauvé des chiens en fin de vie, comme Stella, qu'on a gardé 2 ans et demi, elle avait 15 ans. Donc voilà, on a sauvé là un petit chien qui avait un bec de lièvre. Ben, notre éleveur, qui est une éleveuse familiale, hein, s'occupe très très bien de ses chiens, les place auprès de familles qui sont aimantes, qui s'occupent bien des chiens. Ces chiens de compagnie sont voilà, du pur amour. Et ça me désole, tu vois, lorsque je trouve qu'il y a peu de végans qui ont des animaux de compagnie. Parce que bon, c'est contre l'idéologie, bien sûr, du végan, du végan, hein, d'avoir un animal de compagnie. Du Et moins ceux de qui l'acheter. en ont, oui, ou même ceux qui les sauvent, ils vont leur donner quoi à manger? Eh oui. Tu Eh oui, il vois? faut Il y bien a les les nourrir. croquettes végan. Alors là, je peux faire une petite aparté, hein, sur les croquettes végan, qui sont un véritable poison, hein. N'allez pas nourrir vos animaux avec des croquettes végan, les amis. Voilà, ce sont vraiment des saloperies. Et dans le club, justement, je fais pas mal d'émissions avec Valérie, qui est arboriste vétérinaire et qui a fait une enquête justement sur toute la production de croquettes. Mmh. Donc même nous, hein, nous avons fait cette erreur-là, et malheureusement notre Easy, a fait, une hypothyroïdie, suite, à notamment cette alimentation, qui était végétale et qui est pas du tout, qui correspond pas du tout à la physiologie, des animaux. Voilà. Mmh. Ouais. Bah, moi, je suis un peu tiraillé aussi avec ça parce que j'ai 2 chats et c'est vrai qu'il y en a un qui a eu, des croquettes véganes un peu toute sa vie. Bah, il a 10 ans maintenant et il ça va. Par contre, son frère que mes parents ont nourri de la même façon, lui, il a eu des petits problèmes rénaux, donc il est repassé sur une alimentation un peu plus, Mmh. normale. Enfin normale. J'aimerais bien revenir là-dessus aussi parce que, Ouais. attention, hein, normal, les croquettes que vous achetez dans les supermarchés, c'est pas une alimentation normale non plus, hein. Non, non, mais toutes les croquettes sont, des entre guillemets, «des poisons potentiels». Alors bien sûr, il y a des animaux qui vivent jusqu'à plus de 10 ans, mais il y a 10 ans, tu étais végan alors? Tu as donné, Oui. ton animal depuis 10 ans? Non, 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 si, si, il y a 10 ans, je suis devenu, en fait, il est arrivé un peu peut-être 6 mois OK, ou OK. 1 an avant que moi je fasse cette transition et assez Mmh. rapidement, je suis passé sur, bah, je vais peut-être pas citer une marque, mais une marque qui lui correspond Ouais, tu encore pas trop mal. Sauf que, mmh. depuis, quelque temps, j'y ai intégré des pâtés, enfin des pâtés, c'est pas vraiment des pâtés, c'est une marque que j'ai trouvée qui produit, de la nourriture pour animaux mais humide Mmh mh. et avec, 99 de thon naturel ou de petits poissons, de sardines naturelles, de Ouais, choses, ouais, ouais. où on est, très loin de ce qu'on trouve dans les supermarchés ou chez les vétérinaires. Ouais, 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 ça, c'est le pire. Voilà, Non, mais c'est le pire. J'ai une émission là-dessus, le business des vétérinaires, c'est ouais, pire que le business du cancer, tu vois? Donc mais alors, c'est une c'est, arnaque incroyable, hein. Quand on grave. retourne un paquet, on voit en fait, que tu as un gros saumon sur le paquet. Moi, ce qui me révolte le plus, c'est ça, c'est tu vois un gros saumon sur le paquet et tu vois croquette au saumon et en fait, il y a 1 de saumon dans la composition Mmh. et tout le reste, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? En termes de marketing, On c'est est une d'accord. honte. C'est comme l'alimentation, tu vois, par exemple, des pâtes à la spiruline. Tu Mmh. as sûrement Ah vu, oui, tu c'est un scandale. vois? Pâte à la spiruline, tu regardes, en fait, il y a 2 de spiruline. Mmh. Comme la spiruline, en fait, il y a des pigments très, très forts. Ce qui fait l'intérêt, enfin, nutritionnel d'un aliment ou d'une épice, hein, comme la curcumine avec le curcuma, la betterave, tu vois? Avec cette couleur donc violacée, et la spiruline, c'est des pigments, en fait, qui sont, antioxydants, hein. C'est de véritables, je dirais, aliments, guérisseurs, Mmh. la spiruline, voilà, a un fort pouvoir colorant. Et donc tu balances comme ça, pâte à la spiruline, c'est Mmh. 98, tu vois, de pâte de blé Heu, dur avec, que des dizaines et des dizaines de chromosomes qui correspondent pas du tout à nos besoins physiologiques, et puis juste 2 de spiruline. bah, je Donc pense ça, qu'on a voilà, tous fait l'erreur de c'est une l'acheter une hérésie. fois ce paquet-là. Oui, oui, mais comme tout le Juste monde, le tu sais, temps de moi je lire suis la passé par là, composition, hein. quoi. Tu sais, moi je suis assez critique parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. Je suis pas du tout parfait, je suis loin encore d'être parfait et peut-être que je le serai jamais. Mais voilà, je suis juste là
peut-être, non pas pour déstabiliser, mais comme tu me l'as demandé, tu voulais aussi quelqu'un qui, Heu, pas qui remettent un peu les pendules à l'heure, mais tu voulais Mmh. quelqu'un, voilà, qui soit un petit peu plus, je dirais, moins, enthousiaste par rapport à des régimes, végétaliens ou des modes alimentaires végétaliens. Mmh. Voilà, donc Oui, oui, enthousiaste, tu as le droit d'être je enthousiaste, Gilles, quand même. Mais, oui, oui, c'est pour ça, je suis pas du tout, moi, un ennemi des végans, hein. non, Faut non, pas, voilà, hein, donc sinon je pense que tu m'aurais pas invité, donc mais non, je t'aurais pas invité et c'est vrai que j'ai vu un petit peu les communications que tu as fait ces derniers temps qui te, entre guillemets, «rappellent» que tu es pas, comment dire? Intégré au mouvement, végan ouais, lui-même. Pour autant, je rappelle quand même aux auditeurs que tout le savoir que tu nous as partagé, en fait, a, comme tu l'as dit tout à l'heure, a incité beaucoup de gens à végétaliser leur alimentation totalement ou en partie. ouais. Et même en partie, c'est quelque chose dont je pense cette société a besoin. Et là, je parle sur tous les aspects, hein, que ce soit sur l'aspect de leur santé, parce que les gens ne consomment pas Mmh. assez de végétaux de qualité aujourd'hui, et bien sûr sur l'aspect éthique, parce que mine de rien, et on a tendance à l'oublier, une personne qui consomme 2 fois moins de produits d'origine animale, impacte 2 fois moins la production de produits d'origine animale. Donc 2 personnes, comme ça, c'est égal à une personne qui en mange plus du tout. Ça pourra faire peut-être bondir certaines personnes qui voudraient que le monde entier soit vegan, et si je pouvais d'un claquement de doigts, je le ferais aussi. Mais on peut pas. Donc il faut arrêter de penser comme ça et essayer d'être dans une certaine modération dont tu es un bon représentant, je trouve, Gilles. Et Merci. voilà, c'est pour ça que je t'ai invité, que c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu là-dessus. Je voulais juste, parce que je sais pas combien de temps il te reste à toi, là, ça fait une petite Moi heure je qu'on suis, est. moi il y a pas de souci, hein. Ah C'est ton bah moi non plus. chemin, Donc, c'est ton voilà. si tu es On peut OK pour continuer, il continuer y un a pas petit de peu, souci. on Oui, il y continue. a pas de souci, bien sûr. Et ouais, je voulais parler un petit peu de, tu sais, de ton émission Heavy Metal Food. J'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu as créé cette émission-là parce que tu avais envie de lier, entre guillemets, «l'utile à l'agréable» ou de lier 2 sujets qui te plaisent? Ou est-ce que, il y avait un autre but derrière ça? C'était une démarche en fait qui était issue de mon accident, professionnel, personnel, où je me suis retrouvé à la rue en fait en 2007, hein. J'étais Mmh mh. entrepreneur, j'ai subi une OPA, frauduleuse, et j'ai perdu tous mes biens personnels, toutes mes sociétés, en fait, tout le fruit de mon travail depuis plus de 20 ans. Donc étant à la rue, je suis parti, après au Canada me reconstruire avec mon épouse. Et à un moment donné, ben, il faut bien payer sa vie, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, on ne vit pas gratuitement, donc on est tout le Ouais. temps en train de payer, qu'on soit propriétaire ou pas, hein. Donc on paye pour, voilà, pour vivre, pour Mmh. survivre dans cette société. Et il fallait que je trouve une source de revenus, et tu fais un peu, non pas un bilan de compétences, mais comme j'ai entrepris, j'étais entrepreneur depuis, l'âge de mes 18 ans. En fait, j'ai toujours entrepris, j'ai jamais été salarié. J'ai toujours créé mes opportunités, et avec Valérie, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut pas faire? Voilà. Quelles sont mes compétences? Ben, j'étais compétent en nutrition parce que j'ai passé un diplôme de nutritionniste lorsque j'étais, justement en Californie, j'avais 18 ans. Je l'ai jamais utilisé. Je l'utilise un petit peu aujourd'hui parce que je suis des personnes au niveau de la transition alimentaire, Mmh mh. mais je ne l'ai pas utilisé de façon, professionnelle. Par contre, voilà, je suis compétent dans l'alimentation, encore plus depuis 10 ans, voilà, où je me suis aperçu que tout ce qu'on nous apprenait dans les écoles de nutrition était erroné, en tout cas. Voilà, c'était une autre époque, et c'était un petit peu obsolète, notamment par rapport à la micronutrition, et cetera, et à l'alimentation végétale, bien entendu. J'ai toujours pratiqué du sport, ça fait plus de 40 ans que je fais de la culture physique, et j'ai toujours quasiment été musicien puisque j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 13 ans. Ensuite, je suis devenu un musicien, ensuite je suis devenu, producteur, j'ai un label de production, et puis c'est surtout une passion, et en fait, l'alimentation, le sport et la musique étaient mes 3 passions, et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» J'avais des introductions dans le monde de la musique et je me suis dit: «Ben, en fait, les journalistes posent toujours des questions aux musiciens sur, leur album, leurs concerts, leur actualité». Moi, je suis arrivé, ma première question est: «Comment est-ce que tu t'alimentes, en tournée?» Et là, tu vois, les yeux ébahis, je crois que le premier, je sais plus le 1 artiste que j'ai, interviewé, il me semble peut-être c'est Billy Sheehan. Billy Sheehan qui est Mmh. un bassiste, virtuose, hein, un bassiste, californien qui a joué avec, David Lee Roth notamment de Van Halen, hem et qui en plus lui était, non il était pas végétalien. J'ai rencontré pas mal de personnes par la suite qui étaient, végétaliens,
ou végétariens. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, qui sont dans un environnement plutôt sex, drugs and rock and roll, tu vois, à Mmh. partir d'un moment donné, ils se disent, bon, vivre ou mourir, tu vois. Ouais, ouais. Et se sont intéressés donc à l'alimentation. J'ai interviewé Alice Cooper, par exemple, aussi, qui est abstinent au niveau de l'alcool depuis quasiment plus de 40 ans. Et donc voilà, j'ai fait ces interviews qu'on peut trouver aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Il y a une playlist Heavy Metal Food. J'ai rencontré aussi des Français, j'ai rencontré Jean-Jacques Daran, j'ai rencontré aussi Shuriken, où là, c'était assez marrant parce que moi, je suis plutôt rock et heavy metal, lui, il rappe. Et donc, on a fait une interview un petit peu comme ça, clash, et qui n'était pas du tout un clash entre le rap et le métal, et qui a donné voilà, une interview que j'ai faite il y a 10 ans, qui a dépassé les 100 000 vues là. Et je suis assez content parce que c'est une interview qui montre l'intérêt des musiciens par rapport à l'alimentation. Et bien entendu, j'apportais voilà, des recettes, je customisais des recettes, je faisais des jus. J'étais après ensuite en transition alimentaire, justement en 2010. Et j'ai rencontré pas mal d'artistes comme Devin Townsend qui interviennent dans mes deux livres. Une personne, c'est juste un génie musical, c'est une espèce de Frank Zappa dans le milieu du rock et du métal. C'est un Canadien. Et chaque fois que je le vois en tournée, là je le revois encore le mois prochain à Marseille, je lui fais voilà, des plats végétariens où je lui apporte pour son extracteur à jus. Suite à mes conseils, il a embarqué dans son tourbus un extracteur à jus. Il fait des jus pour l'ensemble de son équipe et il n'arrive pas trop, je dirais, à s'approvisionner, notamment en racines de curcuma, tu vois, qui était à Et oui. l'époque bon, pas très connu. Donc voilà, je lui apporte du stock voilà, de racines, curcuma, gingembre, citron, par exemple, où j'ai un jus qui est extraordinaire. Et voilà comment sont nées en fait ces émissions Heavy Metal Food qui m'ont aidé justement pour le premier livre parce que les interviews sont un petit peu le fil conducteur de mon livre. On retrouve pas mal d'artistes, notamment le chanteur de Marion, qui est un groupe anglais je dirais, est proche de Genesis, pour ceux qui connaissent. Mmh. Il y a un chanteur extraordinaire qui s'appelle Steve Hogarth qui m'a dit une phrase magnifique que j'ai gardée dans mon livre. Cuisiner pour quelqu'un, c'est une façon de lui dire je t'aime. Et ouais. Voilà, il y a des moments magiques, tu vois, qui arrivent et donc tout ça, ça m'a servi pour écrire le premier livre. Mais c'est génial parce que c'est en fait, c'est comme tu le disais, c'est l'occasion d'aborder avec ces gens-là des sujets que personne n'aborde avec eux, en tout cas publiquement. Personne, ouais, ouais. Et, heu et forcément, eux, ça les intéresse et puis toi, ça te permet de proposer un peu, alors, tu vas me dire, tu proposes quelque chose de différent un petit peu aux auditeurs, mais honnêtement, tu t'éclates aussi à interviewer ces personnes-là. Bah, moi, j'ai toujours entrepris par passion, hein. Et Tout ouais. ce que j'ai fait, j'ai monté pas mal de startups dans les années 2000. Je travaille toujours par passion. J'ai écrit par passion. Là, je produis des émissions dans le Lead Club par passion. Voilà, moi, c'est la passion qui m'anime. C'est pas la Mmh. recherche du gain. C'est pour ça que je suis assez en colère par rapport, voilà, à des personnes qui utilisent des causes juste pour capitaliser et puis faire du profit. Voilà, donc ça me gêne un petit peu. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que quand ça éclate et quand les gens s'en rendent compte, tu as un sentiment de t'être fait avoir qui peut t'éloigner encore plus de la cause. Et si à la base c'est d'une cause noble, c'est dommage en fait. Ça veut dire qu'on attire des gens pour mieux les repousser après, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais. Et d'accord. Eh ben, écoute, il y a encore un autre sujet que je voulais aborder, c'est, tu mets en avant le fait que les gens ne lisent, pas assez aujourd'hui. Tu mets en avant l'intérêt de la lecture sur papier. D'ailleurs, Ouais. j'ai remarqué que Hit 1 et 2 ne sont pas disponibles, ou alors je les ai loupés, hein, mais ils ne sont pas Non, non, disponibles non, en livre audio. Est-ce que c'est un non. choix délibéré ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu fais Heu, ça exprès? alors au début, oui, parce que je voulais même pas les mettre sur plateforme Kindle, parce que tu peux t'apercevoir, toi qui as mes livres, ce sont quand même de beaux ouvrages. Ce sont Mmh. pas des ouvrages qu'on trouve aujourd'hui avec du print Amazon, tu vois? Sur du mauvais Ouais. papier, mauvaise mise en page. J'ai mis, toutes mes compétences en fait dans ce livre avec Valérie, qui s'occupait des visuels, des photos, des mises en page. Voilà, je suis très fier de ces 2 livres en tout cas. Hem Ouais, tu et peux. Ils merci. sont je suis vraiment pas un gros lecteur et pour moi, lire 2 livres en 2 semaines comme ça, en entier, sans voir passer le temps, Ouais. c'est exceptionnel, hein. Bah, je te remercie. J'ai travaillé surtout sur la facilité de lecture. Voilà, j'écris de façon très,
avec un style très, très simple qui se rapproche du langage parlé, sous forme de chronique. Donc, on peut lire deux trois pages. On a fini la chronique, on ne perd pas le fil du bouquin, tu vois, même s'ils font plus de 350 Exactement. pages. Ça, c'est Voilà. énorme, vraiment Ouais. énorme, parce que bon, pour te dire, j'ai beaucoup lu, le soir, mais j'ai aussi beaucoup lu le entre midi et deux. Parce que Ok. bon, j'ai un travail où j'ai une pause d'environ 1 heure et demie le midi et où je mange en même dans le même espace que plusieurs de mes collègues de travail, à qui je fais un petit coucou maintenant et qui ne peuvent pas s'empêcher de me déranger toutes les 5 à 10 minutes. Donc tu es constamment dérangé et j'ai quand même réussi à ne pas perdre le fil et à rester, concentré sur le livre, même, quand quelqu'un vient te parler toutes les 5 minutes. Tu arrives tu as réussi à sectoriser un petit peu le livre. Il y a pourtant un fil conducteur, hein, quand même, mais en s'arrêtant et en reprenant, on ne le perd pas et ça, c'est fort. Ouais, je te remercie. Je te remercie. Donc, je voulais pas faire de version numérique. Voilà. Mmh. J'avais pas envie non plus que le livre soit piraté. Donc voilà, il y a des sources aussi qui le proposent en PDF, mais il n'y a aucun intérêt de lire mon livre en PDF. Voilà. Il faut l'avoir en main. Mmh. euh, Parce que pour moi, la lecture, notamment la lecture de livres papier, c'est pour moi quelque chose qui est indispensable, surtout de nos jours. Parce que le problème avec les réseaux sociaux, avec toute cette méga information qui nous est arrivée depuis l'avènement justement de cette information numérique il y a plus de 20 ans, tout va trop vite et on a besoin de se poser, on a besoin de se concentrer sur un seul et même, je dirais, livre ou information ou article. Et ça, on ne peut pas le faire lorsqu'on est connecté. Mmh. Et le livre nous permet de récupérer, je dirais, ce déficit d'attention. Parce que la génération des milléniums, là, ceux qui sont nés dans les années 2000, ont une attention, en fait, qui est un petit peu plus, je dirais, performante que celle d'un poisson rouge, hein. Mais poisson Mmh. rouge, c'est 8 secondes. Les milléniums, c'est à peu près 9 secondes. C'est-à-dire, au bout Mmh. de 9 secondes, l'attention décroche. S'y explique aussi le montage épileptique de ce qu'on peut trouver notamment sur TikTok, hein. C'est vraiment, c'est Ouais. affreux. Pourtant, j'y suis, je m'amuse avec ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment étrange. En tout cas, ça nous a, ça nous a permis de mettre en évidence cette saturation d'informations. Et pour Mmh. récupérer donc cette attention, rien de tel que la lecture. Moi, je conseille à tout le monde de lire tous les jours, même un quart d'heure, surtout avant de dormir. Mmh. Vraiment, la lecture peut nous apaiser, peut nous aider aussi à l'endormissement et surtout, surtout, ça nous permet d'apprendre. On n'apprend rien en écoutant un documentaire. On a oublié, en fait, 5 minutes après. Mmh. Lorsqu'on lit, lorsqu'on a un mot qu'on ne comprend pas, on fait une pause. Lorsqu'on Ouais. décroche, on récupère. Donc, ça arrive à tout le monde, même moi, hein, qui écoutais des podcasts lorsque je m'entraîne aujourd'hui. Mmh. Ouais, pareil, Des moi aussi. fois, hop, ben, tu sais, ton attention part, ben, tu as Mmh. perdu en fait tout le contenu qui s'est dit pendant tu vois, cette perte Ouais, bah, d'attention. ça la fonction revenir 30 secondes en arrière, me sert beaucoup, sur Oui, moi beaucoup de aussi. podcasts. Oui, moi aussi. Et Mais puis bon, tu tu vois, entends un c'est plus truc qui pratique a quand l'air tu lis. intéressant et tu te rends compte que tu suivais plus, en Ouais, fait. et ouais. C'est plus pratique justement quand tu lis. Et surtout, surtout, ça nous permet d'augmenter notre bagage linguistique. Oui. Et là aussi, je fais un constat assez dramatique, notamment dans le tome 2. Nous avons perdu en fait un nombre incroyable de mots parce que nous ne lisons plus. Il n'y a rien qu'à. Tu peux regarder en fait des émissions, notamment télévisuelles, hein, à l'époque des années 70, etc. Tu vois l'expression en fait, même des enfants. C'est juste incroyable. Le niveau je dirais d'un BEPC, d'un brevet d'études dans les années 50 équivaut aujourd'hui à un bac, voire même à une licence. Donc, Mmh. Ouais, ouais. en fait, voilà, le niveau scolaire s'est effondré. Euh, L'écran est devenu omniprésent. Là, j'ai vu des dernières études, des adolescents, en fait, passent entre 5 et 7 heures par jour sur un écran. Tu te rends compte? Ouais, 5 et ouais, 7 heures par jour sur un écran. ça m'étonne pas et puis même Donc, même des adultes, hein, je pense que oui, les adultes aussi, bah, tu vois, hein, les personnes aujourd'hui qui s'expriment correctement, moi, j'avoue, hein, j'ai perdu aujourd'hui en expression parce que je lis beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux. Quand on m'envoie des messages, des fois, il faut que je remette les mots dans le bon ordre pour comprendre.
Oui, oui, Je te mais je parle pas des fautes d'orthographe, hein. Bon, mon oui, père oui. était imprimeur, donc moi je suis très, très à cheval sur l'orthographe. Il m'arrive d'en faire quelquefois, mais j'enverrai jamais un message avec, voilà, des fautes d'orthographe. Ouais, Donc bien sûr. Et d'ailleurs, bon, je sais plus si on s'était échangé des messages vocaux, je crois pas, je crois qu'on avait communiqué qu'à l'écrit, mais aujourd'hui, il y a une espèce de développement des messages vocaux, c'est-à-dire que maintenant, on se fait même plus chier à écrire, quoi. Et moi le premier, hein, il y a des fois, c'est la facilité, mais au bout d'un moment, on saura peut-être plus écrire, quoi, hein. Si on oui, après si tu t'exprimes très bien, hein, donc voilà, tu peux laisser aussi des messages audio, j'en laisse également. mmh. Mais bon, c'est quand même mon métier moi d'écrire, donc en plus j'écris tous les jours. Donc là aussi, je peux vous donner un conseil, ne serait-ce que non pas tenir un journal de bord ou un journal intime ou ce genre de choses, tu vois? Mais pourquoi pas? En tout cas, voilà, écrire, un petit peu, je dirais ça chaque jour, lire aussi, et puis il y a des livres qui sont juste incroyables. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à lire que de voir des séries Netflix, hein. Bah, écoute, je passais personnellement trop de temps à regarder des séries Netflix et puis ça fait 2 semaines que j'ai lu tes livres et maintenant j'ai envie de lire d'autres livres parce que j'ai passé de meilleures soirées quand même. Enfin, c'est pas sur le Merci. moment, t'as pas forcément l'impression parce que quand tu lis ce qui se passe dans les abattoirs que je connaissais déjà, tu passes pas forcément une bonne soirée. Mais par contre, quand tu t'abrutis devant une série télé dont tu vas rien retenir, tu as quand même perdu ta soirée. C'est ça, Oui, bah, après, je t'avoue que quelquefois on regarde des séries avec mon épouse bien parce que, sûr, moi aussi, mais il bon. faut voilà, il faut te distraire, et puis il y a des séries qui sont juste incroyables, hein. J'ai Bien une sûr, mais il série y en qui a, m'a c'est des marqué œuvres l'année d'art. passée, ouais, ouais, celle qui m'a marqué l'année passée, c'est La Servante écarlate, qui est une série extraordinaire, post-apocalyptique, vraiment très bien écrite, très bien réalisée, avec une direction artistique juste incroyable, une actrice, phénoménale. Il y a aussi Mad Men. Mad Men, en plus, c'est une série que j'ai adorée parce que c'est, tout, je dirais, le monde des agences de publicité, la création des agences de publicité, notamment dans les années 50 aux États-Unis. Voilà, il y a des séries où tu prends, plaisir, que tu prends plaisir à regarder, voilà, même des séries, Mmh. qui sont, des trailers ou des séries policières. Je dis pas Bien qu'il faut sûr, mais tout ça doit écarter, rester tu du vois? divertissement. Je pense le Oui, danger, tout à c'est le fait. systématisme. Je Ouais. rentre, j'allume la télé, je m'assois et je ne fais plus rien, quoi. Il faut le faire en conscience, je pense. Ouais. La télé, en fait, c'est un mode, passif. Donc tu regardes la télé, c'est comme si on t'apportait à manger, voilà, donc il y a des études, qui prouvent, en fait, que l'activité, on pose un encéphalogramme, voilà, sur le crâne d'une personne qui regarde la télé. Je dis pas que l'encéphalogramme, il est plat, en tout cas, il est bas, et la même personne, lorsque elle va se mettre à lire, l'encéphalogramme, je dirais augmente la fréquence, voilà, de réflexion augmente significativement. Mmh. Euh, et ça, voilà, c'est quelque chose qui est très important. L'activité cérébrale pendant qu'on regarde une série, bah, c'est fait pour ça aussi, tu vois, le divertissement. Mmh. Et aujourd'hui, on vit dans ce monde du divertissement. Tu vois, on se divertit au lieu de s'instruire. Et ce que j'essaye de faire avec le e-club, tu vois, c'est de divertir, mais en même temps d'instruire. Et on peut faire les 2. Vraiment, on peut prendre plaisir, vraiment à s'instruire, Ouais. Ouais, vraiment. tout à fait. Et puis, même, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu es en train de lire, si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Alors qu'une série télé, elle est faite pour continuer, mais certaines sont même, faites pour que quand, tu t'arrêtes d'écouter, que tu arrêtes de regarder, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu récupères le fil. Tout est fait pour que même la série continuant, tu ne perdes pas le fil. Donc bon, alors qu'un livre, quand tu t'arrêtes, tu es bien obligé de reprendre là où tu t'es arrêté. C'est un effort conscient. Et d'ailleurs, Oui, et puis un autre truc, tu prends des, ouais. enfin, je sais pas, j'imagine que toi, tu dois prendre pas mal de notes quand tu lis. Moi, j'en prends beaucoup. Ça m'aide à réécrire, m'aide à mémoriser les choses. OK. Je sais pas si tu le fais Moi, aussi. alors, j'écris lorsque enfin, je lis moi à peu près, de 3 heures par jour. Heu, le soir, en fait, je lis pour me détendre, mais même là, j'ai toujours un stabilo, en fait, avec moi. Je stabilote des Ah, c'est passages, stabilote. des D'accord. phrases. Oui, 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 ouais. Tous mes livres, en fait, sont stabilotés, c'est pour ça que je les prête pas.
J'ai une bibliothèque avec plusieurs centaines de livres parce que je suis, boulimique aussi de livres. J'ai des livres pour mon Mmh. travail, des livres pour m'instruire, et pour me divertir. Je stabilote. C'est-à-dire que j'ai une mémoire, visuelle. Je me rappelle des passages de certains bouquins, bah, je vais les reprendre, je les retrouve rapidement, parce qu'ils sont stabilotés. Mmh mh. Ensuite, certains, livres, dont je me sers pour mon travail, là, ça peut être des notes écrites. Voilà, Mmh. ça peut être des notes écrites et qui me servent ensuite pour développer ma pensée, pour, voilà, me servir de matière à réflexion, quoi, voilà. Mmh. D'accord. Hem, OK. Je voulais aussi parler de tes shows conférences, parce que tu fais des tournées, shows conférences. Oui. Qu'est-ce que, quel public? Est-ce que tu vises plutôt les gens qui suivent déjà ton travail, qui ont lu tes livres, qui sont peut-être dans le Hit Club? Ou est-ce que c'est plutôt grand public? C'est plutôt grand public parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui m'ont pas forcément, lu. Mmh Par mh. contre, ils m'ont entendu, ils m'ont vu, voilà, il y en a qui connaissent plus ou moins mon travail qui est depuis 10 ans et quand même assez conséquent. Et puis, des fois, il y a des voilà, des fausses idées. C'est pour ça que je voulais, rétablir la vérité au niveau je dirais, de mon positionnement par rapport au véganisme, tout simplement parce que je suis tombé sur, une personne qui est un coach végan, qui Mmh. avait utilisé mon image lors d'une émission télé et qui derrière vendait en fait son programme de coaching végan. Je me dis, je peux pas, voilà, laisser passer ça. J'ai rien dit en fait, hein. Il a levé de la story de lui-même. Je pense qu'il s'est rendu compte de son erreur. Donc j'ai été entre guillemets «exploité», c'est un bien grand mot, hein, parce que voilà, je suis pas allé contre aussi, cet état de fait, depuis le début. Mmh. Voilà, je me suis laissé porter aussi par ce courant parce qu'il y a 10 ans, on commençait à parler du combat, hein, pour la protection des animaux, du combat végan, du végétalisme, etc. Et voilà, j'ai participé à ce développement, d'accord. Mmh. Mais voilà, qu'on se serve après de mon image, et puis il y a des personnes qui sont restées 10 ans en arrière parce qu'ils m'ont vu peut-être, au Grand Journal sur Canal ou face à Simès et Thierry Ardisson, donc ils sont restés juste sur une émission de télé, tu vois? Avec juste un message, voilà, on te classe dans des boîtes, hein, comme je dis dans le tome 2. Oui. En général, voilà, on te met dans la boîte, voilà, de militant ou végan, et cetera. Et mon travail Mmh. est beaucoup plus, complexe que ça. Donc j'ai un petit peu de tout, en fait, dans mon, public lorsque je fais des shows conférences qui sont une forme, entre, un show, stand-up, en fait, et une conférence. Mmh. C'est pour ça que j'ai appelé show conférence, c'est un terme qui m'appartient et c'est une forme, assez nouvelle je dirais de conférence, là pareil, distraction et instruction en même temps. Surtout que là, sur cette tournée-là, je parle de la nourriture du corps et de l'esprit, donc je parle de l'alimentation et je parle aussi de toute la désinformation via, les médias mainstream. Voilà. Mmh. Et du coup, la prochaine, c'est à Monaco, j'ai vu, c'est ça? Oui, le 4 mars à Monaco, ensuite je vais aller certainement sur Nantes, je vais faire également, Marseille, d'autres villes. Je fais en général une date par mois, dans différentes, villes. J'ai voulu étaler comme ça cette tournée, contrairement aux années passées, où là aussi je me suis inspiré de mon passé dans la musique. Tu vois? J'étais un des premiers à faire des tournées de conférences. Mmh. Il y a 10 ans, voilà, je faisais, 20-30 dates, par tournée. J'en ai fait quasiment 250 là en 10 ans. Avec bien sûr ces 2 ans et demi où on a été obligé de rester à la maison, où on ne pouvait plus se produire en fait, voilà. Mmh. Et voilà, donc je sillonne la France, en tout cas les pays francophones. Je vais assez régulièrement en Suisse, aussi. Et voilà, avant j'étais au Québec, maintenant je suis revenu en France, donc je m'occupe de l'espace français. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise de dire D'accord. ce que je dis en France que d'être à 7000 kilomètres planqué, et donner des leçons aux Français, quoi. D'accord. Bah, écoute, je vais essayer de voir si je peux venir le 4 mars. Alors, ça se rapprochera un peu de mon prochain combat, donc je sais pas si je pourrai. Peut-être Marseille la prochaine, parce que moi je suis dans le sud de la France. OK, Je pense qu'on doit pas être bien loin, en réalité. OK. Si Ben tu là, habites moi je suis toujours proche de Marseille, en fait, hein, donc et voilà, bon moi je voilà, suis proche de Manosque, donc tu dois connaître, bien sûr. on n'est pas bien loin, donc si à l'occasion on peut se rencontrer, ce serait avec plaisir. Oui, Ça écoute, pourra mettre une tête. j'interviendrai là sur un salon de tatou justement à Marseille. Je crois que c'est le 26 mars.
Mmh. J'interviens aussi dans, voilà, quelquefois, en dehors de la tournée, hein, je fais des interventions dans des salons ou dans des lieux privés aussi. Voilà, donc si tu veux, sur mon actu, tu sais que sur les réseaux sociaux, je diffuse tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. OK, bah, écoute, les gens qui veulent, te suivre, bah, ils te suivent sur Instagram principalement? C'est là que tu Oui, partages? c'est principalement Instagram puisque le réseau Facebook s'est effondré, hein, il y a quelques années avec le rachat d'Instagram justement. Donc voilà, c'est surtout sur Instagram. Après, je suis de partout, hein, Facebook, Oui, Twitter, même TikTok, tu vois? Où on m'appelle Tortue Géniale. J'ai créé oui. C'est j'ai vrai créé que un personnage. Oui, oui, je m'amuse parce ça que va je me bien. dis, je peux pas laisser la place, si tu veux, à Michel Simès qui est de partout. Donc je me dis: «Il faut que je sois également sur TikTok». Mais ça me permet aussi d'appréhender et puis de voir ce qui se passe via ces réseaux sociaux et c'est Mmh, assez étonnant parce que chaque réseau social, si tu veux, a, sa propre identité. mmh et son public, tu Pour veux te dire? dire, voilà, Mmh. pardon, oui, son Son public. identité, son public, ouais. Mmh. Indirectement, oui, son public. Parce que lorsque je fais un post, par exemple, sur Instagram, je le relais sur Facebook, je vais pas avoir les mêmes types de commentaires et de retours. Tu Mmh mh. vois? C'est beaucoup plus clashant sur Facebook, que sur Instagram, par exemple, tu vois? Et sur TikTok, pour moi, c'est vraiment, c'est la poubelle des réseaux sociaux, en fait, TikTok. Ouais. D'après ce que j'ai pu en constater, hein, voilà. Bah, oui, Alors oui, peut-être qu'il disons y a de très, très belles choses, mais c'est cette forme épileptique, quoi, au niveau de la production, qui paraît intéressante, en fait, mais que tu oublies, aussi vite que, voilà, que tu l'as vu et écouté. disons que c'est intéressant quand c'est des contenus, des aperçus qui te bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Alors, on n'est pas sur TikTok, mais on utilise les réels sur Instagram pour partager des extraits de nos podcasts. Ouais, Le but, c'est de donner envie aux gens d'écouter l'ensemble. Mais tout à fait. l'extrait en lui-même tout seul, c'est pas ça qui va vous apprendre grand-chose, quoi. Oui, j'utilise, hein, des shorts depuis, quelques mois. C'est ce qui apporte le plus de visibilité. Mmh. Et pour moi, le short est parce que bon, je manie pas mal la punchline également, donc je fais ces shorts vraiment pour, voilà, pour séduire, pour attirer, comme tu dis. Mmh. Je fais des Oui, shorts d'ailleurs là, tu vois? Je me suis enregistré, pendant qu'on fait notre podcast. Voilà, si je peux tirer, quelques shorts pour ensuite, mettre le lien directement sur le podcast, tu vois? Le short, ça sert à ça. bien sûr, ouais, Ça sert ouais. pas forcément à informer, ça sert à séduire. Le short est une publicité, mais tu verras que ça va durer, peut-être quoi? 6 mois? Allez, 1 an, grand maximum. Ça change très, très, très vite sur les réseaux sociaux, vraiment. C'est-à-dire avant Ce qu'une qu'on nouvelle mode, enfin un nouveau Avant qu'une nouvelle mode apparaisse. heu, Avant, tu vois, c'était, sur Instagram, les photos. mmh, Ensuite, ça a été les lives. Ensuite, ça a été les réels. Ensuite, ça a été les stories. Et ça change régulièrement. En général, tous les 3 mois, il y a une nouvelle, tu vois, une nouvelle dynamique, une nouvelle option. Il faut toujours être à l'affût de ça parce que tu es très vite ringardisé. Moi, tu sais, ça fait 10 ans que je suis là. Moi, je suis un peu un dinosaure, hein. Je mmh. suis un peu un dinosaure. Il n'y en a pas beaucoup qui ont, mon antériorité, tu vois, dans ce domaine. Voilà. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ton invitation. J'espère ne pas avoir été trop dur par rapport, à nos amis végans. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont compris en fait mon objectif, hein, Je voilà, pense. Bah, c'était le voilà. but aussi, Gilles, Donc, hein, c'était que aussi ch que tu puisses partager auprès d'une partie, alors j'allais dire encore de cette communauté, mais c'est pas vraiment une communauté, mais les gens qui se définissent comme végans ouais, ou véganes aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très, très loin de cette image des gens qui balancent de la peinture sur les devantures de bien boucherie, sûr, qui sont des bien gens bien sûr, bien plus bien sûr modérés. Je suis sûr que tu en et as parmi tes connaissances, bien sûr, dont moi maintenant aussi. ouais. Parce que bon, Tu tu bien que si je t'ai invité là, c'est que je comprends un peu cette vision-là et ce qu'il y a derrière. J'imagine. J'espère que tu auras pas trop de retours, négatifs, si tu en as, je pense que c'est des gens qui ont pas forcément écouté, tu vois, tous les développements. Parce que là Mmh. aussi, tu vois, très souvent, on s'arrête comme une vidéo YouTube, elle est écoutée à 20. Très peu vont jusqu'à la fin. Donc, Oui. c'est assez dommage parce que moi, je suis, un peu comme, tout bon diesel, tu vois? Je suis bon sur la la durée. Il faut que je me chauffe et il faut que je développe surtout mes arguments. On peut pas développer une pensée comme ça, Mmh. je dirais en 5-6 minutes, tu vois? C'est ce qui est dommage.
Donc voilà, je le redis encore par rapport à tes followers et à ceux qui nous écoutent. Je suis pas du tout anti-végan, bien au contraire, hein, je soutiens vraiment ce mouvement. Et malheureusement, il est utilisé et manipulé par les médias mainstream. Mmh. Quand Cyril Hanouna invite cette personne-là, qui est une espèce d'hystérique là, qui représente soi-disant les végans, Ah ça qui ça fait nous a tous fait très mal, intervenir, hein. Mmh. ouais, qui fait intervenir une espèce de carnivoriste là, champion du développé couché là, qui s'appelle Mmh. Baptiste, ouais. Jean-Baptiste Marché, Mmh. voilà. Bon, tu cherches le clash, tu vois que ces deux personnes vont pas ensemble, tu vois. Et Ouais. l'autre, elle se met à délirer et elle se ridiculise, elle ridiculise une cause. Et ça, j'en veux énormément parce que c'est une mauvaise image qu'on donne. Mmh. Et bien sûr que ça représente pas tous les végans. J'en connais moi énormément qui se déclarent même pas végans, mais qui le sont Mmh. et qui font voilà, des actes au niveau de local, des petites actions, des petites actions, comme dit Pierre Rabhi, malheureusement, Mmh. qui nous a quittés. Voilà, chacun fait son petit colibri, tu vois. Ouais, et à Euh, son niveau, hein, c'est ce que dit aussi Ludo. Je sais pas si tu as écouté le podcast avec Ludovic Parera, le 1er Tout qu'on a à fait, fait. Ouais, où à un ouais, moment donné, oui, il va pas aussi, enfin, il agit à son niveau, il fait ce qu'il peut, en fait. Et si tout oui, le monde faisait ce qui le faisait déjà, le monde il serait fortement différent. oui, Je le oui. pense, en tout cas. Oui, comme Et je dis voilà. souvent, tu vois, il vaut mieux s'occuper de l'arbre qui pousse dans notre jardin Mmh. que l'arbre qui pousse à l'autre bout du monde. Ouais, tout à fait. Donc, occupons-nous de choses sur lesquelles on peut avoir réellement une action. Tu vois, comme je disais à certains militants lorsqu'il y a eu des manifestations concernant les abattoirs, visant à fermer les abattoirs. Je leur dis non, il faut plus d'abattoirs. Ils me disent, mais comment c'est? Pourquoi tu peux pas dire ça? Je dis, ben oui, je connais moi la problématique des abattoirs. Les animaux font beaucoup de trajets parce qu'ils ferment tous les petits abattoirs pour les concentrer, tu vois, dans des Mmh. gros. Voilà. Et au plus c'est gros, au plus il y a de la maltraitance. Voilà. Si Mmh. tu en fais des petits, parce qu'avant, il y avait des abattoirs qui étaient proches, tu vois, des éleveurs. Il n'y avait pas forcément cette productivité, etc. Mais certes, on tue un animal, voilà, le résultat est Mmh. le même. Mmh. Mais la viande n'est pas le même. Et le fait d'amener comme ça un abattoir un animal, où ils ne sont pas très stressés, tu sais, voilà. Donc, il y avait je dirais, ces valeurs, tu vois. Donc, avant, et ces valeurs aujourd'hui se sont perdues. Donc, ces petits abattoirs, malheureusement, ferment leurs portes les uns après les autres au profit des très gros. Mmh. Et c'est dans les Ouais. très gros où il y a des atrocités. Voilà. Et en parlant des très gros, et tu parlais tout à l'heure de cette émission Touche pas à mon poste, ils ont invité un peu après, quelque temps après, une autre personne qui s'appelle Thomas, que je vais recevoir sur le podcast. Je sais pas si tu avais vu cette intervention. C'est un militant qui a été, infiltré en abattoir pour récupérer des images pour L214, Ok. et je vais le recevoir également, c'est un ami à moi. Ok. Mais dans le tome 2, je fais intervenir Geoffroy Le Guilcher qui lui aussi a fait des interventions dans les abattoirs où il s'est fait embaucher en tant que, je dirais que salarié. Euh, il a pu voilà, témoigner, parce que c'est pas moi qui suis allé faire ces enquêtes-là, et Mmh c'est mh. lui qui a mis en évidence, si tu veux. Il dit il n'y a pas de maltraitance animale sans maltraitance humaine. Mmh. Oui, tout à fait, Voilà. et d'ailleurs, Mm. c'est ce que Thomas m'avait dit aussi un peu en introduction Ouais. du truc, c'est que bon, voilà, c'est pas rempli de gens heureux, un abattoir, quoi. Bah non, il y a 70% d'intérimaires, tu vois, tu fais pas carrière dans un abattoir. Et puis il y a très très peu de profits qui en fait abattent les animaux, hein. On appelle ça les tueurs. Mmh. Même dans les gros abattoirs, il y en a trois ou quatre maximum, hein. Mmh. C'est des profits particuliers, hein. T'imagines, tu abats des centaines comme ça de bovins tous les jours. Non, mais bah, tu l'as bien Bonjour décrit le karma, tu vois. dans Bonjour Hit le 2, karma, quoi. hein. C'était, ouais, le Ouais. karma, et puis ça, tu deviens fou, quoi. Bah oui. Ouais. Ouais. Bah, écoute, Gilles, je sais pas si tu voulais aborder une autre thématique, Non, je pense peut-être? qu'on a fait quand même, on a brossé pas mal de sujets. Merci de m'avoir donné l'opportunité Bah, merci de à toi d'avoir m'exprimer. Voilà. accepté. C'était en tout cas un super moment. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger, parce que, bah, c'est toujours intéressant de discuter avec toi. Et puis, Avec plaisir. voilà, j'invite les auditeurs qui sont là, qui sont restés là jusqu'à maintenant, Ouais. à suivre ton travail de près, parce que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, j'imagine. Oui, Et surtout, tu vois, je fais des recettes, notamment dans le club, et j'en fais aujourd'hui public, hein, où je mets l'accent quand même sur le végétal, hein. mais bien Tu sûr. me verras pas cuisiner un poulet, tu me verras pas cuisiner encore moins d'un bovin.
Voilà, je fais, tu vois, c'est vrai que je mets en avant l'intérêt des petits poissons, tu vois, Mmh, que ce soit les sardines, que ce soit les maquereaux, mmh. parce que pour nous, nutritionnellement, c'est quand même excellent, tu vois, avec des Mmh. oméga 3, l'huile d'olive, et cetera. Donc voilà, je fais pas du tout la promotion, voilà, de la viande, ou du poisson dans mes recettes, hein. Ah non, clairement. D'ailleurs, j'ai pu Voilà. tester, Plutôt axé sur le quelques-unes de végétal, de ouais, tes ouais, recettes. Tu ouais. sais que j'ai rarement passé autant de temps dans ma cuisine que ces 2 dernières semaines, hein, du coup, parce que forcément, voilà. Et j'ai acheté un extracteur à jus, j'avais jamais eu d'extracteur à jus, quoi. J'ai fait beaucoup de smoothies par le passé, au blender, quoi, mais des jus, j'en avais jamais fait. Écoute, fais le jus jaune, je Mais t'assure je que l'ai c'est fait, miraculeux, surtout c'est en le ouais, premier que j'ai OK, fait, l'effet est formidable. Je t'en parlerai ouais. peut-être un peu après, mais l'effet de ce jus est génial. Enfin, là, tu le sens tout de suite, quoi. Ah oui, D'ailleurs, excellent. je vais en refaire aujourd'hui parce que je l'ai fait, il y a un peu plus d'une semaine là et je Ouais, l'ai en fini général, j'ai fini tu ce peux le matin. garder à une semaine, c'est un concentré après que tu dilues, donc pour les auditeurs, c'est assez simple, hein. Vous prenez 150 grammes de racines de curcuma, Mmh mh. 150 grammes de racines de gingembre, avec à peu près 6 citrons, vous levez la peau, Mmh. vous mettez tout ça dans l'extracteur à jus, vous avez un concentré en fait, attention, ne buvez pas le concentré comme ça pur, vous le diluez comme un sirop dans de l'eau. Vous en Mmh. buvez un verre par jour ou vous en buvez pendant l'entraînement ou vous pouvez en boire en cure lorsque vous êtes un petit peu grippé et cetera. C'est un jus miracle en fait, voilà. Alors Adaptogène parce que ça correspond à plein de pathologies. pour les sportifs justement, qui sont encore là, je l'ai utilisé pas mal en boisson de pré-entraînement, tu vois? Ouais. En diluant, comme tu dis, comme un sirop un petit peu et Alors, c'est pas forcément et ça n'aide pas forcément à la production d'énergie, voilà, parce qu'il y a pas de glycogène, il y a rien. Mais non, par contre, l'effet anti-inflammatoire, il est très ouais, important. exactement. Surtout si tu rajoutes un petit peu de poivre, tu vois, ou de piment qui augmente Mmh. l'assimilation de la curcumine qu'il y a dans le curcuma. Voilà, c'est vraiment, quelque chose qu'on peut consommer régulièrement. C'est un anti-inflammatoire naturel, tu vois, le curcuma. Ah mais et Donc je pense il que est ça peut intéresser les extrêmement important. combattants, voilà. Totalement, exactement. C'est un public qui est sujet à de nombreux, Ouais, traumatismes légers et courants. Enfin, vous pouvez pas faire de la boxe, et ouais. ne pas avoir de traumatisme, c'est pas Bah, possible. tu vois, on pourrait envisager peut-être de faire, un sujet là-dessus, Bah oui. tu vois? Où là, je prendrais pas ma casquette, tu vois? Heu pas anti-végan, mais bon, voilà, je dirais le thème de l'émission est assez, voilà, est assez, clivant peut-être. Oui. Mais voilà, donner des astuces, pour, calmer les inflammations, pour avoir aussi je dirais de l'énergie, et cetera. Et puis là, je peux prendre ma casquette, si tu veux, végétalien. Oui. Je ne vais pas vous faire consommer, des produits animaux. Mais je pense que dans le végétal, il y a énormément de choses en micronutrition, en super aliments. Voilà, il y a pas mal d'astuces. Je suis, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il n'y a pas d'alimentation sportive, hein. C'est un terme marketing fait pour Mmh. vendre, hein. Mais voilà, je pense avoir quand même quelques trucs et quelques astuces qui pourraient intéresser tes auditeurs. Ah bah, avec grand plaisir si tu veux qu'on repartage. Ouais, Ce qui serait sympa, je pense, c'est que, au cours d'une de tes shows conférences peut-être, ouais, on se croise et qu'on se fasse peut-être un petit live ou un petit live en personne, quoi. Ça pourrait ouais, être sympa, je pense. bien sûr, avec Si plaisir, tu d'accord. Et ben avec voilà, plaisir. super. Ça marche, Et ben super. écoute, Gilles, merci beaucoup pour ton temps Merci à toi. et je te Merci. souhaite un bon week-end. Bon week-end à toi également et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un, voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.